Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, les députés nous ressemblent-ils? Un sociologue a scanné le profil des députés élus en 2017, dans la foulée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, novice comme professionnel en politique. Alors vrai changement ou fausse promesse dans l'hémicycle, dans les candidats qui paraît aux presses universitaires de France, Étienne Ollion rapporte et analyse les résultats d'une longue enquête qu'il a lancée il y a plus de 5 ans, un peu avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, avant l'arrivée de ces nouveaux députés aussi dans l'hémicycle, et qui englobe à la fois l'arrivée, le profil de ces novices à l'Assemblée en 2017, la plupart sous la bannière En Marche. Mais cette longue étude nous montre aussi leur quotidien, les mécanismes de sélection et d'élection, la réalité du terrain pour ces députés. Étienne Ollion est professeur à l'école polytechnique, directeur de recherche au CNRS, et il signe donc les candidats aux presses universitaires de France, 5 ans après, député, un métier. Bonjour Étienne Ollion. Bonjour. Nous ressemblent-ils alors ces députés ? Alors ça dépend à qui on cherche à savoir à qui il ressemble, mais Ça dépend qui est le nous. Déjà. Qui est le nous, évidemment, et probablement que la vraie réponse, c'est non. Un député ne ressemble pas sous aucune mesure à la société française. C'est pas nouveau. Les assemblées ont toujours été assez différentes, et celle-là est toujours assez différente. Alors ensuite, ça dépend des critères, et puis parfois on se rapproche. Sous l'Assemblée de 2017, on a eu un bond de femmes à l'Assemblée nationale. On en a maintenant près de 40%, alors qu'on en avait au mieux un quart sous la législature précédente. Les députés actuels sont un petit peu plus jeunes. On a, de ce point de vue-là, en 2017, enrayé une tendance qui était au vieillissement de nos parlementaires, mais ils ont quand même en moyenne à peu près 50 ans. Alors avec des écarts très forts, mais ils sont, de ce point de vue-là, assez différents de la jeunesse française et de sa société en général. Parce que c'était une attente aussi qui a été formulée au moment de cette élection, l'idée d'un renouvellement, mais aussi peut-être d'une assemblée qui serait plus proche des préoccupations des Français, de ceux aussi qui ont élu ces députés. Est-ce qu'au fond, et là c'est peut-être plus une question d'éthique politique, mais est-ce qu'au fond il est bon que ces députés nous ressemblent d'ailleurs ? Ça, c'est une question éternelle parce qu'elle est très difficile. C'est la question en fait de est-ce que les députés, est-ce que être en fait permet de représenter? Est-ce qu'il faut être pour représenter? Et donc de ce point de vue-là, les députés de 2017 avaient la promesse de renouveler l'Assemblée, de renouveler la politique, de sortir de ce que les équipes de campagne d'Emmanuel Macron appelaient le marais de la vie politique, la caste, en modifiant un petit peu la démographie de l'Assemblée. Alors par certains aspects, ils l'ont fait, en ayant des personnes qui avaient des trajectoires politiques et professionnelles différentes, et puis par d'autres aspects, ils ne l'ont pas fait. Mais pour revenir à votre question, donc est-ce que c'est bon qu'ils nous ressemblent ou pas? C'est une question centrale en fait de la science politique et de la philosophie politique depuis des siècles, où on se pose la question de savoir si la démocratie doit être descriptive, si elle doit ressembler en fait à la société, ou si elle doit être substantielle, c'est-à-dire si on peut représenter sans être. Et j'ai pas la prétention de répondre en fait à ce qui a fait couler des milliers et des milliers de pages de discussions très informées sur le sujet, mais disons deux choses. La première, c'est que si on ne peut pas représenter sans être, alors toutes nos institutions démocratiques à l'heure actuelle ont évidemment un problème, si on ne peut pas représenter au-delà de ses propres propriétés. Mais inversement, quand on a une assemblée qui est extrêmement homogène, on peut se poser la question de savoir si tous les points de vue vont être entendus et si toutes les personnes se sentiront représentées par les profils qu'on voit dans une institution qui est quand même une assemblée représentative. 2017, avant cela, le monde politique français était assez refermé sur lui-même. Et vous prenez cette image extrêmement parlante de la file d'attente qui s'est constituée depuis les années 70 jusqu'aux années 2000 pour accéder au métier de la représentation, au métier politique, on va dire, en France. L'élection de 2017, en ce sens, elle va casser un peu les règles et créer ce que vous appelez un appel d'air. En quoi? Comment?
Vous avez tout à fait raison de rappeler que jusqu'aux années 2010, jusqu'à 2017 d'une certaine manière, on avait vu se constituer dans le champ politique français une espèce de file d'attente dans laquelle les personnes s'inscrivaient progressivement en vue d'atteindre des positions politiques. Alors ça ne veut pas dire qu'avant on accédait à la politique sans jamais avoir été proche de quelques partis ou même soi-même élu, mais ce qu'on avait montré dans des travaux avec des collègues en 2017 déjà, c'est que le temps passé en politique avant d'accéder à l'Assemblée avait doublé entre les années 70 et les années 2010, qu'il fallait avoir presque passé 20 ans en politique, salariée ou élective, avant d'accéder à cela. Et c'est en fait contre cette file d'attente, en partie, que Emmanuel Macron et une partie de ses équipes se sont investis et qu'ils ont offert une nouvelle offre politique qui a permis à toute une série de personnes qui souhaitaient s'engager en politique de contourner cette file d'attente et de gagner énormément de temps dans leur carrière. Voilà, pour être député, très souvent, il y avait quand même des années avant comme assistant parlementaire. On faisait son trou comme ça, avant d'accéder éventuellement à un mandat électif. Absolument. Dans ce que disait un député En Marche qui était un ancien du Parti socialiste, c'était que le cursus honorum consistait à avoir passé des années en tant que responsable local, militant, ensuite être premier fédéral et puis enfin probablement candidat à la candidature avant d'être candidat soi-même, et qu'il y avait une carrière très longue, qui pouvait se faire à l'intérieur des partis, donc une file d'attente assez étendue. Voilà, une véritable armée de réserve politique, pour reprendre là encore vos termes, Étienne Ollion. 2017, donc paf, appel d'air avec le mouvement En Marche qui se met en place et le désir des Français d'une plus grande représentation, ou d'une meilleure représentation. Emmanuel Macron et son mouvement l'ont bien saisi et ont surfé aussi sur cette envie. On y revient. Nous sommes nés à Paris, Rodez, Kigali, Saint-Yrieix-la-Perche, Les Abîmes, au Toulon. nous sommes français depuis toujours, ou simplement depuis quelques années. Nous avons 24, 30, 40 ou 72 ans. nous sommes agricultrices, Peintre sportives, Ou mathématiciens. Étudiants, salariés. indépendants. ou retraité. Nous nous engageons pour la première fois ou avons déjà été élus. Nous nous sommes mis en marche car nous ne nous sentions pas représentés par des professionnels de la politique, au pouvoir depuis des dizaines d'années. Nous nous sommes mis en marche car il était temps de renouveler notre vie politique. aujourd'hui, nous avons décidé de faire un pas de plus, de nous engager. Nous avons décidé de vous représenter. Pourquoi nous? Parce que nous sommes vous. Voilà un spot de campagne de La République En Marche en 2017. Pourquoi nous? Parce que nous sommes vous. Mais qui sont-ils? On a commencé à l'évoquer. Qu'est-ce que disent ces images? Qu'est-ce que disent ces témoignages de la diversité convoquée? Écoutez, je suis très content que vous ayez repris ce clip de campagne des législatives de 2017 parce que je trouve qu'il est exemplaire en fait de l'image que voulait donner La République En Marche d'elle-même au moment de cette campagne de il y a 5 ans. Remarquable pourquoi? Parce que déjà en fait on va mettre l'accent de manière extrêmement forte sur des profils, des visages, sur une diversité. Et si on avait écouté les quelques 3 minutes que dure le clip, on se serait rendu compte aussi qu'on ne parle jamais à un seul moment de programme. En fait, les deux idées qui seront évoquées à l'intérieur de ce clip en 3 minutes, c'est le progrès, ce qui n'est pas très engageant, et l'Europe, ce qui l'est un tout petit peu plus, mais reste relativement général. Mais là où je trouve que c'est encore plus remarquable, ce clip de campagne, c'est qu'il montre bien, en fait, ce que voulait projeter La République En Marche. Ce qui est mis en avant, c'est l'identité, vraiment, des candidats, pour reprendre le terme du livre, la jeunesse, la diversité, les territoires aussi, d'où ils viennent. Exactement. Ouais. On met en avant en zoomant depuis 2 dos jusqu'à 2 faces, en fait, et on a 500 visages qui sont projetés devant nous à toute vitesse. Cette identité des personnes, leur profil, la variété, en fait, d'où ils viennent. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant, c'est qu'en fait, ça dit quelque chose de ce moment politique qu'était le débat démocratique des années 2000 et 2010, en France, bien sûr, mais en Europe et au-delà. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron va s'inscrire dans un mouvement de critique de ce qu'on a appelé à l'époque la professionnalisation, on pourrait discuter du terme,
critique en tout cas d'une certaine caste politique qui était inscrite et qui tenait les rênes du pouvoir. Et il va le faire en mettant à distance en fait toutes les personnes qui étaient inscrites dans ce champ et en s'écartant voilà, de ce qui à l'époque était la caste politique. Une petite question quand même, j'entends ce clip de campagne, ce spot de campagne, je suis séduite par cette promesse de renouvellement, je décide donc de m'engager, de voter pour un candidat ou des candidats de la République En Marche. Est-ce qu'au final, vous qui avez scanné, radiographié l'hémicycle, la promesse qui m'était formulée dans ce spot de campagne a été tenue ? Écoutez, c'était la question en effet qui m'a fait retourner à l'Assemblée nationale puisque je quittais l'Assemblée nationale suite à une étude sur la professionnalisation et j'y suis revenu pour travailler sur les promesses qui avaient été posées. Et donc j'ai décidé de suivre les novices, les vrais novices, les faux novices aussi parce qu'il y a des personnes qui appartenaient à la société civile mais qui avaient déjà un engagement politique très très fort. Et j'ai tenté de voir s'ils avaient été capables voilà, de changer un peu la politique. Alors c'est pas complètement évident mais en combinant de l'ethnographie, des données numériques, de l'intelligence artificielle que je convoque à un moment dans le livre, on est capable de restituer un peu une hiérarchie de cette assemblée après la première année, après la troisième année. Et on voit que non seulement les novices ont été relégués au second plan de la vie politique, qu'ils ont été voilà, moins souvent sollicités dans les médias, dans l'Assemblée, pour avoir des positions de prestige, mais qu'en plus les novices ont plus souvent été convoqués pour les tâches secondaires. Les scrutins, par exemple, c'est une tâche que font beaucoup plus les novices. Alors on pourrait penser que le scrutin, c'est le cœur de la démocratie. Et en même temps, quand on est à l'Assemblée, on sait bien que le scrutin, c'est un peu la tâche ingrate pour laquelle on convoque des gens de la majorité qui n'ont pas de décharge pour s'assurer que la majorité sur le papier reste bien une majorité dans les faits au moment des votes. Ouais, là, vous êtes déjà sur leur action politique. Mais en termes de sociologie, est-ce qu'elle est effectivement plus hétérogène, cette Assemblée ? Ah, tout à fait. Comme le spot l'annonçait ou le promettait ? Il faut ici avoir une vision extrêmement nuancée, ce qu'on a, je trouve, assez peu entendu au moment de la campagne et puis ensuite des résultats, parce que chacun arguait depuis son propre point de vue. On a une assemblée qui est, je l'ai dit, beaucoup plus féminine, beaucoup plus jeune, avec aussi des parcours politiques radicalement différents. Par contre, ce qu'on a pu noter, et ça c'était très net, c'est qu'on a une assemblée qui est une assemblée extrêmement élitiste. On a, du point de vue des catégories socio-professionnelles, une assemblée où on a 60% de cadres et professions intellectuelles supérieures. Si vous rajoutez à cela les 14% d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise, qui de fait sont plutôt artisans, commerçants, chefs d'entreprise, ça fait des gens qui sont globalement, qui appartiennent à une élite sociale. Voilà, l'Assemblée s'est un peu embourgeoisée depuis 2017. C'est une des tendances qu'on pourrait noter, c'est que l'Assemblée est probablement encore un petit peu plus élitiste qu'elle ne l'était avant. Vous dites, ce qui est passionnant, c'est quand même qu'en 2017, la carrière des élus, et on l'entendait à travers ce spot, est devenue un enjeu politique. Elle est presque d'intérêt général, ça remplace les programmes. Cette nouvelle génération de novices en politique est venue nous rappeler que l'Assemblée comptait quand même dans ses rangs beaucoup d'anciens, des hommes et des femmes qui avaient fait ou qui ont fait profession de la politique. Député, c'est un métier. Alors ça, c'est le titre de votre précédent ouvrage, mais c'est aussi une question qui se pose régulièrement. Par la force des choses, c'est devenu un métier ? C'est devenu un métier par plusieurs facteurs, l'organisation des partis, le fonctionnement de la vie politique française. En tout cas, c'est devenu une carrière, ça c'est certain. Et de ce point de vue-là, on avait vu, et Emmanuel Macron le rappelait, et toute sa campagne était organisée autour de cela, c'était devenu un cursus honorum, et il fallait avoir passé de longues années en politique. Est-ce qu'il faut que la politique soit un métier, ou est-ce qu'elle l'est nécessairement ? Moi, je ne pense pas. En fait, je pense qu'on peut avoir une organisation de la vie politique différente, avec des personnes qui viennent de trajectoires assez diverses. Mais en tout état de cause, à l'heure actuelle, c'est le cas. Alors le novice, ça devient l'antithèse un peu positive dans le discours d'Emmanuel Macron, du professionnel de la politique. Et vous dites, cette professionnalisation, c'est pas forcément et pas en tout péjoratif. Le novice, il arrive aussi dans un univers dont il ne va pas maîtriser les codes, sans expérience, et il est peut-être plus malléable. En tout cas, il va devoir s'adapter à cette donne politique.
Cette élection, cet hémicycle-là, a été en partie une réponse au dégagisme ambiant. Mais il y a aussi ce jour où les nouveaux venus vont vieillir, se sédentariser et risquent à leur tour d'être poussés vers la sortie au motif du nécessaire renouvellement. On voit un peu partout en Europe, Étienne Ollion, des nouveaux partis qui se voulaient plus fluides, des mouvements comme celui aussi de Beppe Grillo en Italie, qui connaissent aujourd'hui des revers de fortune. Encore très récemment, ce mois-ci, en Italie, dans des élections municipales partielle, le mouvement de Beppe Grillo a connu un sacré revers et on lui critique sa gestion dans des villes comme Turin et comme Rome. Est-ce qu'on peut se dire que au fond, ce mouvement qui a pris dans les années 2010 est en train de se tarir? Vous avez raison, c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure, qu'il y avait une atmosphère démocratique dans laquelle s'était inscrite Emmanuel Macron, atmosphère démocratique qui faisait qu'on critiquait les responsables politiques en place et qui fait que de la droite à la gauche, de Donald Trump à Beppe Grillo, en passant par Podemos et d'autres mouvements, il y avait eu une demande en fait de renouvellement. Ce qu'on a vu, c'est que quand ces mouvements sont arrivés en place, pour beaucoup, ils ont expérimenté des difficultés puisque, en effet, on s'engage dans un espace politique dont les règles du jeu n'avaient pas fondamentalement changé, dont les acteurs à côté, les journalistes, les fonctionnaires parlementaires, les assistants, n'avaient pas non plus changé. Et donc, on a demandé à des personnes de s'installer dans un milieu dont les règles étaient restées fondamentalement les mêmes. Ce qui, évidemment, pose des difficultés. Et ce qui peut laisser imaginer, ou ce qui devrait quand même peut-être inviter Emmanuel Macron et son mouvement ou son parti à revoir sa stratégie pour l'an prochain, une élection présidentielle, les législatives qui vont aussi arriver. Il ne va pas pouvoir refaire campagne sur les mêmes thèmes et sur le même discours. Écoutez, j'ai pas l'habitude de faire beaucoup de prédictions parce qu'en général, non seulement un peu de conseils, je me trompe, mais une chose est certaine, c'est que Emmanuel Macron ne fera pas campagne sur le renouvellement par les nouvelles figures. Pour deux raisons. La première, c'est que, comme je le montre dans le livre, la promesse n'a pas vraiment été tenue, que ce renouvellement par les visages n'a pas été un renouvellement en profondeur de notre vie politique. Et puis la deuxième, c'est qu'Emmanuel Macron, cette fois-ci, a un staff politique derrière lui. Il a 500, 600 000 personnes qui sont prêtes à s'engager immédiatement, ce qu'il n'avait pas en 2017. En 2017, il a tourné de manière magistrale une faiblesse consubstantielle au fait que son parti était extrêmement jeune en une force de communication politique puisqu'il a réussi à recruter très rapidement 500 personnes. Mais comment il les a recrutés? Vous parliez de la file d'attente ou de la liste d'attente tout à l'heure. Est-ce que ces novices en politique, ils ont quand même un peu attendu? Est-ce qu'ils sont arrivés à la dernière minute et qu'ils ont fini par doubler les autres? Ça dépend, mais c'est vrai que la procédure de recrutement de 2017 était extrêmement intéressante puisqu'on a vu Emmanuel Macron et En Marche mettre en place une commission nationale d'investiture de 9 personnes qui ont eu à trier à peu près 15 000 CV qui avaient été reçus pendant la campagne suite à une procédure en ligne. Et donc, ils avaient une série de critères. J'ai pu mener des entretiens avec les uns et les autres, selon lesquels on allait tenter de sélectionner les meilleurs candidats. Donc, parmi les critères, il y avait évidemment la carrière politique qui devait avoir été diverse. On pouvait prendre des gens qui avaient une longue carrière, mais des gens qui avaient eu une carrière inexistante, c'est ce qu'on voulait aussi. On voulait des hommes et des femmes à parité, on voulait des gens qui représentaient une certaine diversité. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été fait à l'époque, mais j'ai envie de dire, il n'aura plus besoin de le faire maintenant, puisque je pense que c'est pas trahir un secret que de dire que beaucoup de députés de 2017 souhaitent repartir au combat en 2022, et que donc de ce point de vue-là, il n'aura pas besoin de chercher urbi et orbi des candidats. Alors après 2 mandatures comme ça, on peut imaginer que les règles vont être aussi d'attribution des postes, vont être durablement modifiées et qu'un certain nombre de prétendants à la députation, ceux qui ont attendu 10 ans, 15 ans pour que leur tour arrive enfin, ont dû entre-temps se décourager et partir ailleurs. Alors tout à fait, il y a une série de gens qui sont partis et qui d'ailleurs ont fait carrière dans des ONG, qui dans le privé. Il y a aussi beaucoup de gens qui se sont mis en retrait, sentant justement ce vent qu'on pourrait qualifier avec beaucoup de guillemets de dégagistes en fait, arriver et qui sont partis de l'Assemblée nationale de manière à pouvoir éventuellement mieux revenir. Et je crois qu'on voit dans la campagne
à droite comme à gauche, mais en particulier, on a 2 candidats à droite, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui se sont mis un petit peu à distance de la carrière nationale et des fonctions législatives pour se concentrer sur des exécutifs locaux. Et ça a été une des manières aussi de s'écarter de ce moment qui était peu propice aux législateurs et à la présence au niveau national. Vous dites que ce n'est pas un secret d'imaginer que l'an prochain, beaucoup vont repartir au combat et tenter d'être réélus pour un nouveau mandat. Ils ont pris goût à la tâche. Finalement, le job est assez intéressant et valorisé aujourd'hui, ce job de député, ou il y en a quand même quelques-uns qui font partie des déçus et qui ne retourneront pas ou qui ne remettront pas leur mandat en jeu? Je pense qu'il y en a... on va avoir toutes les situations, mais je pense qu'il y en a en effet beaucoup certains qui font partie des déçus et qui ne reviendront pas. Parce qu'il faut se rendre compte en fait de ce que c'est que l'activité parlementaire, et en projetant en fait une centaine de personnes sans expérience politique au sein de ce milieu, fort de multiples pressions, on a vu en effet ce qu'était la politique. Moi, ça m'a donné à voir en fait à travers leurs récits et leurs plaintes parfois ce que c'est que la politique. Et la politique, c'est vraiment extrêmement difficile. C'est un emploi du temps extrêmement dilaté. Le temps politique s'immisce partout, les week-ends, les soirées, c'est des représentations en permanence, c'est des accélérations, mais aussi des temps morts où vous êtes là à faire de la représentation. L'activité politique, c'est abandonner son anonymat. Ça veut dire que dès que vous allez sortir de chez vous, dès que vous allez être au supermarché, dès que vous allez vous promener, vous allez être interpellé, reconnu, potentiellement être ailé pour des choses que vous faites, tenu responsable de ce que fait votre gouvernement. Et ça, beaucoup de personnes qui ne s'étaient pas inscrites dans la file d'attente avant et qui donc n'avaient pas eu le temps de se former à ce qu'est la politique contemporaine ont été extrêmement désarçonnées par ça. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui souhaitent ou ne souhaitent pas revenir. Mais il y en a encore plus qui, à mon avis, ont pris goût ou ont le sentiment du devoir et donc vont se relancer. Oui, et puis vous soulignez quand même le côté, justement, par ces nouveaux modes d'attribution, accélération de carrière pour beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, c'était inimaginable de pouvoir si rapidement accéder à de telles fonctions sans avoir fait ses armes ailleurs, dans un syndicat, dans un parti étudiant ou autre lieu de la fonction publique où on pouvait éventuellement faire ses gammes. Absolument. Il y a eu, pour certaines personnes, le gain de 5, 10, 15 ans, en fait, qu'ils auraient dû passer à attendre. Et ça leur a permis une accélération de carrière. Et je pense que tous en ont conscience. Alors, certains trouvent que ça ne vaut pas la chandelle et vont partir. Mais à mon avis, beaucoup ont bien conscience que ça a été un fort accélérateur. Et vous iriez, député? Ça vous a donné envie? Je ne crois pas. Je pense que je suis à la fois très content du métier que je fais, de ses rythmes, de ses complexités parfois, mais je trouve que à la fois du fait du rythme de vie que je décrivais il y a un instant, des conditions de vie du politique moderne ou de la responsable politique moderne, mais aussi du fait de la faible capacité qu'a le Parlement à l'heure actuelle. Parce que c'est quelque chose en fait qui m'a beaucoup frappé. J'avais vu la précédente législature et j'ai vu celle-là aussi. Et la comparaison est frappante. Non seulement on a une institution qui est une institution relativement faible dans le mécano institutionnel français de la Ve République, ça on le savait que le Parlement était quand même moins puissant, mais on a un Parlement qui est, j'ai envie de dire, 2 fois moins puissant. Il l'a été parce que les novices ont permis à l'exécutif en fait d'avoir énormément de pouvoir et donc de ne pas trop se soucier en fait de ce qui se passait au Parlement. Et puis le deuxième choc, qui a été un choc très discret mais qui commence à faire effet dès 2017, c'est la loi sur le cumul des mandats qui a fait que beaucoup de personnes ont décidé de ne pas se représenter pour privilégier les exécutifs locaux. Et si j'ai une minute, je vous raconterai une anecdote d'un parlementaire que je vois en mars 2017. Je travaillais à l'époque sur les sorties de politique, député Les Républicains de l'ouest de la France, d'une grande ville, qui me dit moi je ne vais pas me relancer pour les législatives, je vais travailler sur mon exécutif parce qu'au moins quand je suis à l'exécutif, je suis aux manettes. Ce député, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe me raconte à ce moment-là que il va se consacrer à sa ville du Havre. Alors il a été en charge d'un exécutif, un exécutif beaucoup plus important puisqu'il a eu à gérer la France, mais ça témoigne bien de ce sentiment extrêmement fort qu'il y avait à l'époque de
de la part de certains parlementaires et les plus expérimentés, de privilégier parfois même des plus petites villes pour pouvoir encore avoir un peu de pouvoir contre une assemblée qui en a vraiment très peu à l'heure actuelle. France Culture, il est 13h20 avec notre invité, le sociologue Étienne Ollion, professeur à l'École Polytechnique, directeur de recherche au CNRS et auteur ce mois-ci de Les candidats, novices et professionnels en politique, un ouvrage qui paraît aux Presses universitaires de France. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. L'Assemblée nationale, qui ne serait qu'une chambre d'enregistrement, qui n'aurait plus assez de pouvoir. Ça fait partie aussi d'une critique qui a longtemps été remise sur la table par des députés de la France insoumise, et notamment par des jeunes députés. 2017, c'est aussi l'élection à l'Assemblée nationale comme député de François Ruffin sur les bancs des Insoumis, un autre novice à l'Assemblée qui a beaucoup joué cette carte et celle du renouvellement. J'ai proposé 3 lois à mes électeurs que je m'appliquerai à moi-même pour montrer que on pouvait faire de la politique différemment, me payer au SMIC, ensuite avoir un mandat révocable. Si 25% des inscrits de ma circonscription souhaitent que je dégage, eh ben je m'en vais. Et la troisième chose, c'est que je ferai gérer mes réserves parlementaires, c'est-à-dire 140 000 € par an, par un jury populaire tiré au sort. Voilà, François Ruffin qui se démarque à la tribune sur pas mal de sujets. Vous lui avez parlé, à lui aussi, comme aux autres novices en politique ? Je l'ai croisé, mais c'est un être insaisissable et donc je ne peux pas dire que j'ai fait les longs entretiens que j'ai eus avec certains autres. Mais François Ruffin, c'est quelqu'un de très intéressant et plus largement le cas de la France insoumise est un cas intéressant parce que si on regarde les statistiques en termes de mandat, en termes de temps passé en salariat politique avant l'élection de 2017, on a 2 groupes qui se distinguent, on a la France insoumise et on a LREM. Mais en fait, ce sont 2 groupes qui ont des rapports à la politique ou des non-rapports à la politique professionnelle extrêmement différents. Chez LREM, on a toute une gamme, depuis des personnes qui avaient été ministres et qui avaient 40 ans de vie politique derrière eux, jusqu'à des novices qui n'avaient eu aucune expérience, aucun mandat, mais même aucune activité militante. Alors qu'à la France insoumise, on va avoir des personnes qui n'avaient eu aucun mandat, qui n'avaient parfois même pas travaillé de manière salariée en politique, mais qui avaient une longue trajectoire militante. Des gens comme Adrien Quatennens, qu'on a beaucoup vu émerger, c'est quelqu'un qui est chez Attac, mais ensuite qui est au parti de gauche, qui va faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bastien Lachaud, député de Pantin, c'est à peu près la même trajectoire militante, si vous voulez. Et donc, on a des gens qui connaissaient le champ politique, qui étaient rompus à ça. Et donc, ces 2 formes de noviciat, en fait, assez différentes, ce qui explique probablement que les députés de la France insoumise, et je le montre dans le livre en fait, aient réussi assez rapidement à se saisir des opportunités et à transformer l'Assemblée en une tribune, là où les novices radicalement extérieurs au champ politique de la République en marche se sont retrouvés relégués au second plan. Ils sont quand même loin, aussi avec la France insoumise, les ouvriers militants que le Parti communiste a permis de monter, de gravir les échelons au fil du temps, en respectant là encore les règles du parti. C'est certain qu'il y a, avec la disparition du Parti communiste et puis aussi avec la transformation des partis politiques français, il y a eu le bris d'une espèce d'escalator social qui pouvait exister, qui restait minoritaire, mais qu'on voyait et dans lequel, en fait, des personnes pouvaient monter de l'atelier jusqu'au syndicat local, jusqu'au syndicat régional et puis jusqu'à l'Assemblée nationale. Et quand on a des profils comme ceux de Krasuki, par exemple, dans les années 70, au Parti communiste français, Henri Krasuki, voilà, on a des gens qui montaient énormément. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu radicalement en France, avec la disparition du Parti communiste. Ça existe dans d'autres pays. Le Premier ministre suédois est un ancien métallo. Est-ce que la procédure d'élection et de sélection aujourd'hui en France, et notamment pour la députation, est-ce que le système actuel vous semble plus démocratique? Ou est-ce qu'au contraire, on est parti vers une nouvelle fabrication des élites et un système de moins en moins méritocratique? Oui, alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup de partis qui aimeraient savoir quelle va être leur procédure de sélection parce qu'ils ne savent pas déjà comment sélectionner leur candidat pour la présidentielle. Et donc, il y a une difficulté à l'heure actuelle au sein des partis à savoir comment ils vont parvenir à produire leur candidat. Est-ce que c'est plus ou moins démocratique ? Ce qui est intéressant, c'est que on a eu, je dirais, un resserrement autour d'une classe moyenne supérieure qui s'est produite au cours des 30 dernières années.
l'élection de 2017 vient bouleverser ça un petit peu, puisqu'on a dit qu'on avait l'Assemblée la plus élitiste depuis probablement un siècle. Mais il est certain que les élites elles-mêmes avaient jusqu'à 2017 relativement disparu, et les ouvriers, les classes populaires, avaient elles aussi absolument disparu. La crise des Gilets jaunes est passée par là aussi, un ou 2 ans après l'arrivée de cette nouvelle assemblée dans l'hémicycle. Et elle a montré ou souligné d'autres problèmes qu'évoquait aussi François Ruffin à l'instant à travers les promesses qu'il avait faites à son électorat. Une demande d'une représentation plus directe et à travers ça aussi des critiques sur les modes de désignation et la représentation actuelle. Je suis venu parler du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, la clé qui nous permettra de récupérer du pouvoir, de pouvoir changer la constitution, destituer le président si on veut. Ça sert en fait à donner la parole aux citoyens pour ce qui est de proposer des lois, les annuler, les modifier et également pouvoir révoquer un élu quand il agit contre les intérêts du peuple. Voilà, extrait d'un panel de témoignages diffusés dans l'émission C'est à vous sur cette demande de changement qui se comprend aussi aujourd'hui et à laquelle finalement cette Assemblée n'a pas répondu. Probablement pas, et vous avez raison de citer les Gilets jaunes parce que je pense que c'est un petit peu l'envers négatif, le négatif au sens photographique du terme de La République En Marche. La République En Marche, c'est des personnes qui étaient mécontentes de la représentation telle qu'elle existait et qui ont tenté de modifier ça. Les Gilets jaunes, c'est des gens qui étaient sûrement mécontents de la représentation telle qu'elle existait, mais qui ont aussi été mécontents de la nouvelle représentation soi-disant alternative qu'on leur a proposée et qui ont tenté, à leur manière, de renverser en fait ces formes de représentation qui leur paraissaient extrêmement excluantes. Et je crois que les Gilets jaunes, en fait, ont eux-mêmes senti extrêmement fortement et violemment le fait qu'à l'Assemblée nationale, personne ne leur ressemblait, personne n'était comme eux, que les différents points de vue qu'ils pouvaient avoir et ressentir n'étaient jamais entendus dans une Assemblée à 60% de catégories socio-professionnelles supérieures. Et que si on n'avait pas les réseaux, il est compliqué aussi aujourd'hui de devenir le porte-parole de l'intérêt général et d'une population. Oui, si on n'a pas les réseaux. Alors, c'est vrai que cette question des réseaux, elle est intéressante, elle est beaucoup travaillée en sociologie pour justement tenter de sortir de la métaphore parfois un peu glissante du réseau qui manipulerait derrière. Quand on regarde les logiques d'accès au Parlement, on voit qu'il y a des logiques de réseau qui existent. Ces logiques de réseau, ça va être par exemple des gens qui se connaissent à l'intérieur des partis ou des logiques de recrutement ou de sélection entre énarques, entre Sciences Po, personnes qui ont fait les IEP, les Sciences Po. Ceci étant dit, je pense que 2017, d'une certaine manière, en fait, par la procédure inédite de sélection, a fait que les réseaux ont probablement moins joué. On peut créditer cela à la procédure mise en place par la République En Marche, c'est que en sélectionnant des gens sur leur CV, c'est justement l'abstraction des réseaux dans lesquels ils étaient qui a joué. Merci beaucoup à vous, Étienne Ollion. Et c'est intéressant de voir qu'en ce moment, face aux reproches, de nouveaux reproches de parlementaires hors sol, c'est au Parlement que le débat sur le cumul des mandats a fait son retour pour permettre aux parlementaires, on fait le chemin complètement inverse, d'exercer éventuellement un mandat exécutif local en plus du mandat national. Voté hier, cette proposition de loi par les sénateurs. On continue à débattre des bons modes de représentation. Aujourd'hui, on verra ce qui est appliqué pour les prochains scrutins l'an prochain. Merci Étienne Ollion. Les candidats novices et professionnels en politique, votre ouvrage vient de paraître aux Presses universitaires de France. Merci.